Sur quelle tribune les enfants portent-ils ces revendications? C'est évident que si on parle juste entre nous, entre 10 enfants de quelque chose, c'est déjà intéressant, mais ça n'a pas forcément beaucoup de portée. Depuis le temps que ces organisations existent, elles commencent à avoir, au moins sur la place nationale, une certaine voix au chapitre, auprès des gouvernements ou des gouvernements locaux. Au Brésil, par exemple, les enfants le mouvement d'enfants des rues est consulté pour les législations concernant le travail des enfants. Au Venezuela aussi, le gouvernement s'est rapproché de ces mouvements. En Colombie, le débat s'est introduit non seulement dans les universités, mais aussi près d'instances publiques de protection de l'enfance ou de sénateurs. En Afrique, c'est là que c'est assez intéressant, les mouvements sont carrément sollicités par les institutions internationales comme l'UNICEF ou l'Organisation internationale pour participer à la résolution de ces problèmes. En revanche, si l'intégration au niveau national se trouve de plus en plus importante, au niveau international, c'est pas tout à fait ça. C'est quand même très très marginalisé. Et c'est assez paradoxal puisque c'est grâce à la situation, grâce au contexte du grand débat international sur la question que ces mouvements se sont retrouvés et ont commencé à se constituer en réseau. L'acte fondateur du mouvement, donc je reparle de Kundapour, a eu lieu à Kundapour en 1996 lors de cette rencontre d'enfants et elle a permis d'envoyer des délégués à une des premières conférences de consultation organisées par l'Organisation internationale du travail sur le travail des enfants. Et ces délégués ont eu le droit de monter à la tribune et de parler. Mais finalement, le message qu'ils ont apporté, de ne pas demander l'abolition, mais au contraire une progression de leur travail, a provoqué un tel malaise dans l'Assemblée qu'il leur a été ensuite impossible d'être invités aux autres consultations. Ils ont été soit on leur refusait le visa, soit on ne les invitait plus, soit malgré toute l'énergie qu'ils ont essayé de développer, ils ont été complètement exclus de la procédure et finalement n'ont pas du tout participé à l'élaboration de la convention qui en a suivi, qui est la convention 182 sur les pires formes du travail des enfants. En revanche, s'ils sont exclus du débat international sur le travail des enfants, ils restent quand même souvent invités parce que leur expérience d'organisation d'enfants travailleurs, mais comme je vous le disais en avant, le côté de participation des enfants, et à ce titre, ils sont invités à beaucoup de conférences pour partager en fait cette expérience publique. En dehors de ces activités de lobbying, qui sont importantes, il y a aussi des activités concrètes sur le terrain. On entend par là, si vous en avez entendu parfois parler, c'est peut-être sous le nom de syndicat d'enfants. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce mot parce que ça renvoie à un imaginaire très structuré, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en revanche, c'est vrai que comme leur rôle est d'apporter un soutien efficace à leurs membres et d'améliorer leurs conditions de vie, ils vont traiter des aspects du travail, de la vie de travailleurs que font ces enfants. Notamment, on va avoir une protection au travail, des petits services financiers, un système d'éducation alternative, des soins ou encore offrir un espace de récréation. Ces recherches d'alternatives sont en fait tant le signe de l'échec de l'État et de ses institutions, parce qu'ils ont tant trouvé une alternative, c'est que ça ne marche pas autrement, que aussi le produit, ça c'est le côté négatif, mais il y a aussi quelque chose de positif derrière, c'est l'approche activiste de ces organisations qui encourage le renforcement des capacités, ça va faire un peu une trace de politologue. L'empowerment en anglais est tout simplement toujours cette idée de protagonisme. Je vais approfondir quelques exemples des activités qu'ils ont sur le terrain, notamment la protection contre la police ou contre les employeurs abusifs. On en a parlé, les enfants sont très vulnérables, ils manquent d'expérience et ça en fait donc facilement l'objet d'abus et de violences, notamment surtout les enfants des rues, qui sont confrontés à la violence du milieu urbain en général, mais qui sont souvent la cible des policiers qui justifient leurs exactions, abus, violences, parfois des histoires d'horreur. Dans les rues au Brésil, c'était fréquent. Enfin, c'est la chasse à l'enfant, puis qu'on le tue. Voilà. C'est un délinquant, il traîne dans les rues, il n'a rien à faire ici, on va nettoyer la ville. Donc, tout n'est pas aussi noir partout, mais les enfants sont quand même parfois victimes des abus de la police. Et donc, les organisations d'enfants travailleurs vis-à-vis de la police ont une approche où les employeurs, par exemple, qui ne les payent pas, les séquestrent, ce qu'on a vu plus tôt, en fait, des situations assez graves. Contre cela, les organisations d'enfants travailleurs développent deux types d'actions. La première est centrée sur l'enfant. Je ne sais pas si vous remarquez. Juste 30 secondes. Oh. Donc la première est centrée sur l'enfant. Je vais réduire un petit peu, aller un peu plus vite.
locale de police pour solliciter des rendez-vous, pour expliquer les situations, pour faire de la pédagogie auprès des policiers, pour obtenir d'eux qu'ils arrêtent de maltraiter les enfants qui boivent dans la rue. Pour les employeurs, même technique, eux, on ne peut pas tellement leur écrire des lettres, donc intelligemment, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il ne faut pas perdre la face dans sa communauté. Donc un bon outil de pression sur des employeurs qui seraient vraiment trop abusifs envers les enfants qui sont sous leur toit, c'est de les dénoncer tout simplement à leurs voisins, de jeter sur eux l'opprobre de la communauté. Ces techniques fonctionnent assez bien. Et puis quand ça, c'est pas suffisant, ni l'approche pédagogique, ni la menace de l'opprobre, à ce moment-là, effectivement, ils essayent, les organisations d'adultes les accompagnent si possible pour avoir un recours juridique. Une autre initiative intéressante est les caisses maladies et les banques d'enfants. Comme un syndicat d'enfants, en fait, les enfants travailleurs ont vite compris que les jours où ils sont malades, c'est quand même sympa d'avoir un petit revenu qui fait qu'on ne va pas rester sans manger. Donc ça, c'est pour les caisses de maladies. Une autre expérience qui est vraiment très intéressante, et là, ceux qui sont à la pointe sont à New Delhi, c'est les banques d'enfants. C'est des expériences dans lesquelles les enfants constituent un petit réseau bancaire sur la base de leurs économies. Ils peuvent mettre de l'argent de côté. C'est très intéressant, surtout pour les enfants des rues qui n'ont quand même pas de toit. Donc c'est un peu difficile de capitaliser son travail quand on est toujours victime de rapines, qu'on dort sous un carton et qu'on ne sait jamais de quoi va être fait le lendemain. Et en plus de pouvoir faire des économies, petit à petit, elles offrent aussi la possibilité à leurs adhérents de faire des petits emprunts. Alors on va acheter une nouvelle caisse de cirage ou peut-être des verres pour vendre du thé, et tout d'un coup la situation économique de l'enfant va être améliorée par ces organisations, par ces banques, qui sont, en tout cas pour celles de New Delhi, complètement gérées par les enfants, ce qui est assez impressionnant. Une troisième activité qui est centrale, c'est les solutions pour avoir accès à une éducation alternative. Comme on l'a dit, les enfants prônent leur droit à l'éducation, et donc ils essayent de concrétiser à travers deux types d'approches différentes. La première, c'est d'obtenir des écoles ou des institutions formelles qui s'adaptent à leurs besoins. Question d'horaire, question de programme, et de temps en temps elles arrivent, notamment au Pérou. Pour les enfants domestiques, pour ce qui est de l'éducation, on va faire pression sur l'employeur pour qu'il laisse sortir l'enfant quelques heures par jour. Et le 11, c'est pas un adulte, c'est juste une bande d'enfants qui vient et qui sonne, qui fait du grabuge à la porte. Et on se dit, oh là là, si je continue comme ça, tous mes voisins vont parler de moi, ça va jaser. Donc c'est vraiment des expériences, il faut les replacer comme ça dans ce contexte de qui les organise. La deuxième stratégie pour accéder au droit à l'éducation, c'est de donner des cours, donc de se substituer aux institutions, et notamment donner des cours dans la rue. Ça permet d'être accessible aux enfants qui travaillent et qui sont dans le programme déjà, qui volontairement veulent y aller. Et puis ça donne aussi une autre visibilité pour d'autres enfants qui pourraient passer par là et qui tout d'un coup s'intéressent à ça et aussi donc peuvent y avoir accès. Alors, votre exposé est absolument passionnant. Mais trop loin. Malheureusement, on a accumulé trop de retard et on va avoir un souci. Donc, est-ce que vous pouvez juste conclure en quelques mots? Je vais conclure. Je vais vous parler quand même des deux petits derniers points, mais en quelques phrases, je vais vous le faire. L'alternative des commerces équitables, ça c'est une expérience sud-américaine qui est assez intéressante, qui montre des coopératives, soit agricoles, soit de petits artisanats, des cartes de Noël, du tissage, où justement là on trouve, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les activités génératrices de revenus, on donne au travail, on donne aux enfants un travail dans les bonnes conditions. Ensuite, ce n'est pas évident non plus, c'est un espace de récréation et de prise de conscience. J'en ai un petit peu parlé plus tôt, donc je ne m'étends pas. Mais c'est quand même très intéressant, c'est l'apprentissage de l'union fait la force. En conclusion, donc, allez, trop vite. Donc, c'est pas une expérience marginale, elle a plus de 40 ans, ça concerne quand même beaucoup d'enfants, même si sur le nombre d'enfants qui travaillent, ça reste assez peu. Et elle est internationale, elle se trouve sur les 3 continents. Ce que les enfants réclament, c'est le droit au travail, et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour maintenir leur situation d'exploitation, mais pour obtenir une profession, car à l'heure actuelle, le travail reste une nécessité. Donc lorsqu'on garde en tête la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est le discours de l'UNICEF, on se rend compte que l'approche abolitionniste plonge plutôt les enfants travailleurs dans l'inégalité et la clandestinité, sans pour autant les éloigner du travail. Donc leur reconnaître un droit de travailler, c'est une approche pragmatique et qui est normativement très discutable, mais ça leur permettrait de travailler dans des
ces organisations, ce que beaucoup de gens retiennent, et moi notamment, c'est qu'en fait, les enfants qu'on a devant nous ne sont plus des victimes. C'est des enfants fiers, c'est des enfants qui ont envie d'avancer, qui croient en quelque chose, et ils dégagent beaucoup de joie et d'optimisme, tout simplement, de ces expériences.